Bonjour, je me présente Raymond Bertin, rédacteur en chef de la revue Jeux. Bienvenue au quartier général du Festival Transamérique pour le lancement de Jeux 178. 178 quand même. Un numéro dont nous sommes très fiers, qui fera date, je pense, dans l'histoire de la revue. Un petit miracle, encore une fois, réussi par une équipe acharnée de passionnés. Pour ce numéro, nous avons invité Mélanie Demers, créatrice de renom très appréciée, à co-diriger avec notre collègue Philippe Mangerel, membre de la rédaction, le dossier intitulé « Représentation de la violence », sujet sensible et fascinant sur lequel ont écrit des gens qui s'y sont beaucoup investis, ce qui donne des textes très forts que vous pourrez lire. Je pense à celui de Lara Kramer, celui de Mélanie, l'entrevue croisée de Dana Michel et Olivier Chouanière, signé Mario Cloutier, qui est ici présent, celui de Guylaine Massoud sur la violence en danse, qui est aussi parmi nos panélistes, l'entrevue de Rodney Désir par Philippe Mangerel, celui d'Angélique Wilkie, troisième panéliste ici présente, qui s'intéresse aussi à la violence dans les salles de répétition, plus un texte d'Enzo Giacomadzi, collaborateur ici présent, sur l'activiste russe Piotr Pavlensky, qui vous intéressera sûrement. Un texte d'Alexis Legendre, qui est ici présente, aussi membre de la rédaction, sur les créateurs et créatrices de danse de rue à Montréal, un texte très intéressant. Hors dossier, vous lirez aussi une présentation et un texte de la chorégraphe plasticienne Gisèle Vienne et une entrevue du directeur d'un festival italien très inclusif, Roberto Casarotto, par Sophie Pouliot, et des articles sur la nouvelle création de Soleil Launière, présentée dans le cadre de ce festival, signé Marie Labrec, et une entrevue avec Kamala Macrel, que Philippe a rencontré. Et quelques autres textes tout aussi intéressants. Je vous invite à consulter le sommaire de la revue. Sans tarder, je cède la parole plutôt à Philippe, qui va vous présenter ses invités et démarrer une discussion sur la thématique du numéro, enfin de ce dossier, thématique délicate qui a entraîné un grand investissement émotionnel, disons, de ceux et celles qui y ont participé. À toi la parole. Hello, hello, on m'entend bien? Oui. Merci Raymond pour la présentation. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir sur scène avec moi des personnes que j'admire énormément, toutes les trois. Donc on a à côté de moi Guylaine Massoutre. Alors Guylaine, qui est professeure, qui est critique, qui est auteure, fidèle collaboratrice de jeux aussi depuis longtemps, et qui a collaboré aussi à différentes revues, différents journaux, Le Devoir, Spirale, etc., qui a publié L'Atelier du danseur chez Fides. Pavane aussi, au Noroît, qui est, que j'aime bien appeler une théoricienne, mais une poète de la danse aussi. Et elle enseigne la littérature au Cégep du Vieux-Montréal. À côté, nous avons donc Mélanie Demers, qui est l'artiste multiplateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc fondatrice de la compagnie Médé Danse. On a vu beaucoup de ses spectacles. Je pense que tu en as fait une vingtaine, c'est-tu ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus. 20, 30, quelque chose comme ça, oui. Wow! Il y a en ce moment à l'affiche du FTA, mais à guichet fermé, la Goddam Voie lactée. Et puis, c'est ça, elle est celle qui nous a donné aussi plusieurs grands spectacles, Les Angles Morts, Junkyard Paradis. Plus récemment, on a eu Animal Triste, Icône Pop, et puis le relais chorégraphique Danse Mutante qu'on a vu en 2019. Et Mélanie est donc, comme Raymond l'a dit, co-directrice de ce dossier-là. Et la personne avec qui j'ai passé
le plus clair de mon hiver. Exact. Et c'est la première fois qu'on se voit. Et c'est la première fois En qu'on se voit vrai. en vrai. Oui. On est donc assuré maintenant que nous sommes des êtres humains en 3 dimensions. C'est pas mal. Et puis tout là-bas, loin de moi, se trouve Angélique Wilkie, artiste multidisciplinaire, performeuse, chanteuse aussi, dramaturge pour la danse, pour le cirque, professeur associé aussi du département de danse contemporaine à l'Université Concordia. Et puis, je pense que tu es aussi étudiante, non, au doctorat? Je suis aussi étudiante, oui. Je suis doctorante au département d'études et pratiques des arts à l'UQAM. À l'UQAM. Super, là où j'ai fait mes études aussi. Et puis, tu es une inspiration pour de nombreuses troupes, pour de nombreux artistes, pas seulement au Québec, mais vraiment partout dans le monde. Tu as passé 25 ans en Europe, d'ailleurs, à travailler avec différents artistes, que ce soit Alain Platel, que ce soit Sidi Larbi Cherkaoui, etc., etc. Donc, on a des belles personnes avec nous pour discuter de ce dossier. Donc, toutes les trois, vous m'avez fait le plaisir, nous avez fait le plaisir de contribuer avec des textes à ce dossier-là sur la violence. Comment ça s'est passé? Est-ce que chacune, vous voudriez prendre la parole et puis me dire peut-être qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette thématique-là, et puis dire qu'est-ce qui vous a inspiré là-dedans. On commence par le bout, peut-être? On commence par Mélanie? Allez. Je vais ouvrir le bal parce que non seulement j'ai contribué au dossier, mais j'étais aussi co-directrice du dossier avec Philippe. Et je ne sais pas quelles sont les tractations qui ont amené Jeu à avoir une co-directrice pour ce dossier-là en particulier. Mais j'avais envie, ou l'envie s'est posée très rapidement d'explorer, de plonger dans ce sujet-là, parce qu'on m'a mis sur la table 2, 3 sujets possibles, mais celui-là en particulier, je le trouvais vraiment intéressant en temps de pandémie. On était aussi, moi je trouve, dans une période très, très chargée politiquement, socialement. L'été 2020 avait été très, très tendu avec les dénonciations #MeToo, avec la résurgence du mouvement Black Lives Matter dans les médias et tout ça. Donc, ça me semblait intéressant de voir comment les arts vivants se penchaient aussi sur comment le mouvement se penche sur le mouvement social, finalement. Et ensuite de ça, je pense qu'on a eu aussi envie, Philippe et moi, de déplier une panoplie de visions, de regards sur ça. Ça n'a pas été si facile de recruter les gens, comme si y avait peut-être un tabou ou je ne sais pas, une distance avec le sujet. Et puis aussi, à l'époque, j'ai l'impression aussi qui est délicate, qui est dans une espèce de temps social où on questionne beaucoup les représentations, la politique des artistes en tant que tels, le politique des artistes en tant que tels. Puis j'ai l'impression que certains artistes se sentaient mis sur la sellette avec ce sujet-là. Mais finalement, on a réussi, je crois, à recruter des gens, premièrement intéressants, intelligents, et aussi qui avaient des regards obliques sur le sujet. Alors que je pensais que le dossier allait vraiment rentrer dans la matière chorégraphique ou la matière théâtrale ou la matière performative. On s'est beaucoup attardé, je crois, dans le dossier aussi au contexte qui fait que au contexte social, au contexte de violence qui fait qu'on a envie ou pas de la représenter sur scène. Je crois que les 2 textes d'Angélique et Guylaine sont peut-être ceux qui rentrent le plus dans la matière. Avec Enzo, c'est drôle, vous êtes tous ici. Puis, je ne sais pas pourquoi je dis ça, Alexis aussi, mais il y a aussi plusieurs artistes qui ont eu envie de parler autour des œuvres, qui ont eu envie de parler du contexte. Je pense à Rodney, par exemple, ou à Lara, qui ont vraiment comme elles ont mis de la table du contexte social et contexte historique qui les amène, elles, dans leur pratique, à avoir
à avoir une réflexion sur les représentations de la violence. Voilà, ça c'est en gros, là, c'est ce qu'on a essayé, réussi à faire, je crois. Et puis moi particulièrement, si je parle de mon attrait pour ce sujet-là, je pense que je suis une enfant des années 90, c'est-à-dire que j'ai bâti mon iconographie artistique dans les années 90, où il y a eu le plus d'impact pour moi. Puis dans les années 90, c'était de bon ton d'être violent, dégoulinant, sanguignolant. Et puis ça l'est plus maintenant. Hein? Provoquant. Et provoquant. Et ça l'est plus nécessairement maintenant. Donc ça, c'était intéressant pour moi d'explorer ce qui m'a fait comme artiste, puis où j'en suis rendue maintenant, puis quels sont les mimétismes, quelles sont les habitudes, quels sont les mécanismes, quels sont les angles morts aussi, qui font qu'on utilise la violence ou pas sur scène. Merci Mélanie. Guylaine? Oui, alors, écoutez, moi j'étais très contente de pouvoir m'attaquer à cette question de la violence sur la scène pour la danse, parce que je venais d'écrire un essai sur, qui était, au fond, croiser la politique et la poésie sur les femmes d'Argentine, qui ont été, comme vous le savez, très massacrées et puis très violentées et puis horriblement assassinées pendant la dictature de ce pays-là. Enfin, en tout cas, tout en Amérique latine. Moi, j'ai vu ça sur ce qui s'est passé en Argentine. Et donc, j'avais fait une réflexion, un essai, un livre complet sur ce qu'on pouvait faire du côté de la création, de l'écriture, de la poésie en particulier, pour essayer de non pas racheter, mais de vivre avec cette violence fratricide quand c'est dans la société dans laquelle on vit que se passent des violences extrêmes, mais vraiment extrêmes. Cette question de la violence faite aux femmes, alors Mélanie vient de le dire, c'est évidemment une question d'actualité, mais pas seulement d'actualité. Et c'est là depuis toujours. Hein. Et donc, l'amener sur la réflexion collectivement, je pense que c'était extrêmement important. Donc, j'avais écrit ce livre extrêmement vite. Et quand Mélanie et Philippe m'ont invité à participer à cette question de la violence, cette fois-ci sur la scène, qui est plutôt mon lieu de réflexion habituel, le lieu avec lequel je vis le plus couramment, eh bien, j'étais très contente de pouvoir passer de cette question politique et poétique à la question scénique, qui pour moi arrivait en fait tout à fait naturellement. Donc, j'ai accepté d'emblée en me disant, oui, mais je vais faire le point moi aussi sur, j'ai des choses à dire, et d'un point de vue du soutien aux artistes, du côté de l'art, du côté de la création, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette question de la représentation de la violence. Donc, voilà, je me suis attaquée de ce côté-là. Alors, c'était ça. Après, j'ai simplement pris des exemples dans ma tête, ça se bousculait. J'avais beaucoup de choses qui me venaient en tête, beaucoup d'exemples. Et l'idée était de toujours soutenir, au fond, la création et montrer ce que c'était que ce rapport. Qu'est-ce qu'on appelait violence sur la scène? Qu'est-ce qu'on appelait violence dans le public? Quel était ce rapport entre le public et la scène, qui est une question qui m'intéresse toujours, qui est une question fondamentale, puisque je suis du côté du public et j'écris sur la danse. Donc, je vais la reprendre de ce point de vue-là. Et bon, comment je m'y suis prise? Ben, peut-être je vais y revenir tantôt, je vais vous le redire. On va peut-être entendre Angélique le dire, puis je vais continuer tantôt. Vas-y, Angélique. Alors, moi... Où commencer? Je crois que peut-être la chose la plus importante, c'est que en dehors de l'invitation, les deux spectacles dont je parle, ça c'est un moment qui m'a marqué et qui est resté avec moi. Maintenant, bon, c'était en 2003, c'est presque 20 ans plus tard. Alors, je n'avais jamais rien fait avec ce souvenir-là, à part le retenir. Alors, quand Mélanie a pris contact avec moi, je me suis dit c'est l'occasion aussi de pouvoir l'articuler, en fait, ce souvenir-là, mieux le comprendre et peut-être aussi proposer pas une interprétation, mais au moins une voie de réflexion, par rapport à ça.
Alors, pour moi, je suis très prise dans la friction entre, en tout cas, qui fait partie de l'art qui doit, pour moi, refléter sa société et en même temps réfléchir sur. Alors, pour moi, il y a une friction là-dedans. Et je trouve que dans les exemples qui font partie de ce souvenir, pour moi, je suis c'est droit dans le mur. Je suis vraiment dans ce truc, comment est-ce que je reflète la violence qui existe réellement dans la rue ou comment est-ce que je réfléchis sur la violence. Et les deux sont vraiment pas pareils. Alors, je peux continuer à en parler, mais je m'intéresse aussi à pouvoir rebondir entre nous, donc je vais arrêter là pour l'instant. Oui, certainement. De toute façon, on va revenir sur un petit peu tout ça, là, on aura l'occasion. Puis c'est ça, hein, aussi, n'hésitez pas, si quelqu'un veut rebondir sur quelque chose à dire, je n'ai pas à être le seul à poser des questions non plus. D'ailleurs, aussi, le public, à la fin, vous aurez un petit 10 minutes pour poser des questions. Si jamais vous en avez, il y aura Mario là, qui a la grande perche et qui vous l'attendra si jamais vous avez quelque chose à dire. Alors, oui, donc on va continuer. Donc, la violence est un thème qui est extrêmement large. Hein. Est-ce que, Guylaine, tu voudrais peut-être nous définir certaines choses? Oui, alors, mais je me suis intéressée évidemment au terme même. Le mot violence, je me dis d'où ça vient, quel est son sens, puisque c'est très large, comme vient de le dire Philippe. De quoi parle-t-on quand on parle de violence? Alors, j'ai regardé un peu, sans remonter aux origines étymologiques pures, mais en tout cas, dans la langue française, quand apparaît ce terme, il est attesté à l'écrit en 1200 quelque chose, et il veut dire exactement, c'est l'incapacité de se contenir, la violence. C'est par la force, mais une force qui vient de l'intérieur et qui est une incapacité, une force. La violence est quelque chose, originellement, le sens du terme. D'où l'idée d'abus, puisque c'est l'incapacité de se contenir. Donc, c'est présenté comme quelque chose de naturel, en fait. Hein, quelque chose qui est là et qui sort de l'intérieur. Alors, je trouve ça intéressant, parce que ce n'est pas toujours, c'est même généralement pas l'idée qu'on pourrait vivre sans la violence. Et voilà. Et le terme a évolué un petit peu au XIVe siècle, donc au XIIe, un petit peu plus tard, ça apparaît dans un traité de médecine. Et là aussi, c'est très intéressant. Le traité de médecine dit que ce chirurgien qui a écrit son traité, qui s'appelle Henri de Mondeville, que je ne connaissais pas, et qui dit qu'il faut faire les fascies sans violence, ôter les fascies sans violence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les fascies, c'est un vieux mot qu'on a perdu, qui existe encore en anglais, mais qui n'existe plus en français, et sauf en médecine, c'est les fascias, c'est-à-dire les membranes qui sont autour des muscles. Donc, il faut, pour le chirurgien, dès cette époque-là, il faut opérer sans déchirer les muscles. Et la membrane autour des muscles, évidemment, ça nous évoque le viol, évidemment. Hein? Violence, viol, cette idée de ne pas... Donc, la force contenue ne devrait pas déchirer la membrane. Donc, voilà où on est dans le territoire féminin, hein, très vite, très rapidement, de cette force qui va venir briser le corps, briser les membranes. Je trouve ça étymologiquement, enfin, pas étymologique, l'histoire du mot est vraiment intéressante. Et quand on continue un petit peu quelques siècles plus tard, le terme devient abstrait et il désigne l'expression brutale des sentiments. L'expression brutale des sentiments. On est encore dans quelque chose de psychique. La violence, ce serait une force. On n'a pas 36 mots pour le dire, mais il y a quand même beaucoup de sortes maintenant de violence. Alors, si on vient très vite aux années 70, on arrive à la performance, hein, je saute là évidemment, on arrive sur la scène, et je retrouvais l'idée que chez Trisha Brown, donc on est à New York au début des années 70, apparaît l'idée que elle désigne ces spectacles comme Fearless Dance. Fearless Dance, c'est des pièces donc où on n'a pas peur. Ce sont les premières performances. Ça n'avait rien de violent. Hein. Il s'agissait, là, en l'occurrence, de cette Fearless Dance, c'était dans un musée, dans le Whitney Museum.
Puis il y avait quelques performeuses qui étaient en train de s'attacher avec des cordes et jouer avec des cartons. Enfin, pour nous maintenant, il n'y avait rien de bien violent, hein, mais c'était fearless. Donc oser sans peur. Donc c'était bien franchir un tabou, franchir quelque chose qui ne se faisait pas. Hein, c'est l'idée de la performance. Et on arrive après les années 70, on vient, que Mélanie a évoqué, les années 90, mais c'est l'idée qu'on va, sur la scène, aborder sans peur des sujets qui sont tabous. Et cette question d'oser, elle devient de plus en plus large, elle devient le reflet de la société et de ce qui se passe à l'intérieur qui est reçu comme déchirant, comme agressant, comme, voilà, et qui va prendre toutes sortes de voies de la représentation scénique. Donc voilà un peu ce qui est l'histoire du grand malentendu qu'il peut y avoir, et je pense que peut-être Philippe va nous en parler, puis certainement vous allez nous en dire beaucoup de choses, du grand malentendu qu'il y a entre un spectateur qui va trouver que sur la scène c'est violent, alors que du côté des artistes, il s'agit de continuer au fond ce mouvement de la représentation des choses qui nous affectent, comme le mot le dit, depuis l'origine. Voilà. Peut-être l'expérience des créatrices, là. Mais c'est intéressant de plonger dans cette ambiguïté, dans le, comme tu dis, le rapport entre ce qui est perçu comme étant violent et ce qui est vécu comme étant violent soit par les créateurs ou par les interprètes. Et ce rapport-là, je trouve qu'Angélique, tu en parles très bien dans ton article. Ce qui est créé, doit-il être violent pour que ça paraisse violent, en tout cas. Donc tout ça, c'est comme... c'est distillé à travers tous les articles dans le dossier. Et moi, ça m'interpelle, ça m'intéresse parce que comme créatrice, j'ai eu recours à la violence de façon dramaturgique dans mes œuvres. Et on m'a interpellée pour ça. Mais j'ai l'impression d'être capable ou d'essayer de développer avec les gens avec qui je travaille un rapport quand même de confiance pour que cette violence-là, qui fait partie de la vie, qui doit se refléter, qui peut se refléter sur scène, soit quand même avec comment on appelle ça, un genre de filet de secours pour les gens qui le pratiquent. Et souvent, cette violence-là émerge même des interprètes dans des processus comme les miens où on fait de l'improvisation, par exemple. Donc, ce n'est pas toujours le rapport du maître avec l'élève, par exemple. Sauf que, pour la danse, il y a quand même toujours un rapport, je ne sais pas pour le théâtre, moins peut-être, mais pour la danse, il y a quand même toujours un rapport de maître à élève, encore maintenant dans la pédagogie de la danse depuis la petite enfance. Donc, ça, c'est intéressant à étudier parce que c'est en train de changer, mais ça se perpétue quand même dans le milieu. Mais je crois que par rapport à ce que tu dis, quand tu parles même du filet de sécurité que tu essayes d'établir dans tes propres créations, pour moi, ça parle vraiment de ce rapport traditionnel, entre guillemets, je l'ai fait de façon très claire, et en quoi les interprètes se sentent dans leur droit de dire oui ou de dire non. Et même si on génère par le matériel qui sera éventuellement sur scène, par improvisation, etc., parfois aussi, à cause de ce rapport maître-élève, on est encore dans un truc de séduction, on est encore dans un truc où on essaie d'impressionner, on pousse au-delà de nos limites physiques, corporelles, psychiques, pour essayer de plaire à, être choisi, être sélectionné. Donc il y a tout un truc qui est en soi violent, et qui peut après, pour pouvoir finalement générer quelque chose qui est, entre guillemets, la représentation, mais qui est chargé lui-même de quelque chose qui est dans le fond pas tout à fait sain.
C'est pour ça que c'est intéressant, par exemple, de lire la pensée d'Anna Michel qui travaille sur elle-même. Donc, il n'y a pas l'espèce d'interférence entre ce que le créateur veut, ce que l'interprète veut et peut, et ce que le spectateur reçoit. Donc, ou par exemple, comme Pawlenski qui travaille sur lui-même. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Donc, c'est comme si on coupe une étape d'interférence dans ce qui est voulu, imaginé, désiré et ce qui est perçu. Alors, oui, moi, je rebondis aussi sur la question de l'œuvre. C'est-à-dire que depuis l'époque postmoderne, au fond dans laquelle vous travaillez, il n'y a plus vraiment, surtout en danse, d'œuvres stables. C'est peut-être moins vrai pour le théâtre, encore je ne sais pas trop. Il y a toujours un texte. Pour la danse, il y a toujours un processus. Et puis, donc, on a même contesté l'idée qu'il puisse y avoir une œuvre. Hein, il y a des pièces, il y a des événements de scène, il y a des performances. Et qu'est-ce qu'on appelle une œuvre? En tout cas, c'est discuté et c'est discutable. Et l'idée, c'est bien que, aussi bien du côté des danseurs, des interprètes, des performeurs, que du côté de la salle, où il y a des interprètes de ce qui est vu, c'est-à-dire des gens qui lisent les spectacles, qui leur donnent un sens ou des sens. Les œuvres sont ouvertes. Hein. Maintenant, on a développé ce concept d'œuvres ouvertes et d'œuvres qui continuent, qui sont performatives et qui continuent dans leur forme dans le prochain spectacle, par exemple. Cette idée d'ouverture fait que l'échange qui va se faire entre, vous parlez des chorégraphes et des interprètes, ou bien rajoutons-y le public, hein, ou les interprètes du côté du public, hein, c'est les lecteurs, au fond, et les analystes. Il va y avoir ce processus d'échange va continuer aussi, va continuer à générer une lecture de la société. Et c'est quand même globalement ce qu'on appelle la culture, c'est-à-dire le lien que les individus ont entre eux, qui passe à la fois par des formes créées, qui sont artistiques, mais aussi par des phrases, par des langages qui sont corporels, mais qui sont aussi verbaux, et qui sont aussi analytiques. Et au fond, tout ça n'est qu'une sorte de grande vague qui se continue et qui fait du sens et qui nous rend très malheureux dès que ça s'arrête. Hein, parce qu'on est figé par la mort quand il n'y a plus de mouvement. Alors. Oui, non. Je fais ça dramatique. Hein. Ben vas-y. Mais c'est ce que je pense. C'est mon désir de... pour parler en deux mots du spectacle de Mélanie, que j'ai vu avec un très grand bonheur, les travails de la Godame Voie lactée. Je vous invite à voir encore ce soir et demain, si c'est possible. Il y a toujours des billets à dernière minute, il faut oser. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Oui, il y a de la virulence sur scène, il y a de l'énergie. Est-ce que ça s'appelle de la violence? Moi, je ne pense pas. On manque de mots, encore une fois, parce que c'est un grand paradigme. Et il y a toutes sortes de degrés dans la violence et de nature de violence. Mais la force, l'énergie, c'est pas de la violence, ça. C'est une mécompréhension des choses. C'est une façon de mal le nommer. On nomme trop vite. Et quand on parle de la virulence, même ça, c'est un mot, je n'ai pas vraiment cherché, mais virulence, c'est le mot vir, c'est l'homme. La virulence, c'est masculin dans le mot. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Les femmes ont des choses à dire là-dessus, sur ces forces qui viennent de l'intérieur et qui sont exprimées, qui sont partagées, qui sont questionnées, qui sont renvoyées au public, qui peut aussi se sentir mal ou bien, ou enchanté, ou d'accord, ou au contraire être repoussé par des formes qu'ils pensaient être plus divertissantes, alors que la performance, ça n'a jamais été fait pour divertir, ça a toujours été fait pour établir un lien, pour montrer que l'art avait une fonction dans une société et que l'art et les artistes avaient une action directe qui était avant tout et premièrement émotionnelle avec le public.
On a tendance beaucoup à mettre ce genre d'émotions-là aussi, que ce soit une expression de violence, une expression de colère, dans le mauvais, du côté du mauvais, du côté de quelque chose qui doit être réprimé, du côté de quelque chose qui ne doit pas être dit. Souvent, c'est ça qu'on nous fait comprendre, mais tout de même, c'est cette expression d'une énergie dont tu parles. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu, surtout Mélanie, est-ce que tu veux en parler de ça dans ta création à toi? Oui. Allez. Je ne sais pas si je révèle quelque chose, mais le spectacle se termine sur un cri. Et plusieurs personnes m'ont parlé de ça comme étant violent. Et pour moi, j'y vois ou j'y perçois plus que de la violence. Donc, si je pouvais comme ouvrir ce cri et puis le déplier, je verrais aussi la jouissance, je verrais aussi la naissance, je verrais aussi la mort. Donc, c'est comme si ce qui peut paraître en vitrine comme étant violent, si on le déplie, si on en prend soin, si on ouvre la boîte de Pandore, mais on y peut voir comme juste plus de profondeur que ce que c'est. Et en réfléchissant aux représentations de la violence et en réfléchissant à ce que moi j'en ai fait dans mes spectacles, je me disais aussi que tout est dans la manière. En fait, ça dépend ce qu'on veut faire avec cet outil-là. Donc, moi, je l'utilise comme un outil de représentation. Ça fait partie de la vie, donc ça fait partie des spectacles. C'est nécessaire que ça soit là. Et par exemple, si je pense à Lara et à Rodney, qui, elles, ont vraiment comme peut-être catalysé dans leur spectacle les violences étatiques, génocidaires, mais le rendu n'est pas nécessairement violent, mais ça parle de cette violence-là. Donc, ça dépend de quoi on parle. Est-ce que c'est le rendu? Est-ce que c'est le résultat? Est-ce que c'est le témoignage? Est-ce que c'est le réceptacle? Tout ça fait partie de comment on peut négocier la violence. Ce que ça m'a permis de faire, cette réflexion-là, en fait, c'est de me dire que ce n'est pas anodin. Donc, surtout à l'époque dans laquelle on vit, j'ai l'impression. Je crois aussi que au fond, c'est une énergie forte, explosive. Alors, après, ça peut être autant utilisé qu'interprété de façon positive, de façon négative. C'est clair que on a tendance, comme tu dis, dans notre société, on a tendance de penser à la violence comme quelque chose à éviter. Et en même temps, c'est quelque chose de puissant, de générateur, de empowering aussi. Et je crois que c'est plus, pour moi, ça m'invite plus à réfléchir à comment m'en servir. Et ne pas penser, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas. C'est pas juste, c'est pas noir et blanc. C'est comment mettre ça en valeur, comment faire en sorte que la violence de notre quotidien puisse être mise en relief par un geste poétique. C'est ça qui m'intéresse là-dedans. Moi, j'aimerais donner un exemple aussi, différent là, de cette forme de violence utilisée ici dont il est question. C'est avec les pièces de Maggie Marin que, bon, on a vu son film dernièrement. Enfin, je vais raconter l'histoire. C'est arrivé autour du numéro de jeu, donc c'est tout à fait actuel. Bon, j'ai parlé un peu de l'histoire de Maggie Marin, de ses spectacles qui ont été souvent mal reçus. En France, c'est quelqu'un de très important comme chorégraphe. Elle est très importante, elle a beaucoup de pièces en actif. C'est une dame d'un certain âge maintenant. Et ces spectacles n'ont absolument, enfin pour la critique de danse que je suis, absolument rien de violent. Je la comprends très bien. C'est au contraire, on l'a retenue. Et puis, dans des formes très théâtralisées de la danse, sans texte,
que se joue la violence sociale. Et ce qui est arrivé, c'est que très souvent, les spectateurs qui étaient venus ou pour se divertir ou pour voir de la danse se sont mis, en France, ils sont très énergiques, hein, ils ne restent pas assis sur leur siège, ils lancent des patates, là, ils lancent tout ce qu'ils veulent, des insultes, hein, surtout, des insultes. Ils insultent les directeurs de théâtre, ils insultent les metteurs en scène, ils insultent les artistes, les chorégraphes, ils nomment et puis crient au milieu. Hein. Donc ça peut être très difficile pour un danseur, un performeur, de tenir le choc, hein, de ce qui se passe à ce moment-là. Et donc j'ai raconté des choses à ce propos, et dans mon texte là. Et quand il a fallu illustrer, eh bien, l'équipe de jeu demandait des photos, et Maggie Marin a fait répondre de sa compagnie, pas question, pas de photos, parce que j'en ai assez qu'on me traite dans des textes sur la violence. Je ne veux plus entendre parler de ça. En gros, c'est ça qui s'est passé. Alors, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai dit, oh, mais oui, bien sûr, c'est de ça dont nous parlons justement. Et il faut lire l'esprit de ce dossier, il faut lire, bon, regardez mon texte, hein, lisez-le, et puis voyez ce qu'il en est dit du côté de la scène et de la défense des artistes. Et bon, voilà, c'est parti. Et parce qu'elle-même, elle disait, je ne veux plus entendre parler, mais elle en avait parlé elle-même. Moi, j'avais trouvé des citations où elle parlait de cette violence pour la renvoyer à la salle. Hein, in situ. Et bien sûr, ces pièces sont provocantes, vraiment. Et provocantes un peu, surtout Maybe, une pièce qu'il a rendue célèbre, qui en fait ressemble assez, qui est fait sur un texte de Beckett. Et il n'y a pas de texte, là, il n'y a plus de texte, mais c'est à la manière de Beckett. Donc il y a beaucoup d'absurdes, il y a des personnages blancs et de tous les âges qui sont des non-danseurs avec des danseurs. Et tout ça est très statique et très ironique et très bouleversant. Et voilà, il y a des gens qui ne supportent pas. Et donc, elle a répondu « Ah, ben oui, bien sûr, voici mes photos. » Voilà. Donc, ça raconte, je crois, bien ce malentendu qu'il peut y avoir autour du terme de violence. Et de quoi parle-t-on? Et à qui parle-t-on? À qui parlent les danseurs, les performeurs ou les acteurs quand ils mettent en scène le monde qui nous entoure? Et alors, vous avez parlé de la force intérieure, de l'énergie qui est propulsée sur la scène, et du rapport aussi que les danseurs ont entre eux, puisqu'un chorégraphe, c'est généralement un danseur aussi. Donc, il faudrait, je pense, je mettrai mon grain de sel pour dire que la danse est aussi ça, ce partage des corps, hein, et le partage des émotions, le partage des énergies qui veulent s'exprimer par le corps. Hein, et donc, il faut avant tout une complicité aux danseurs, avec le chorégraphe même, pour pouvoir performer. Et je donnais dans des exemples dans mon texte, et je prenais celui de la compagnie La La Human Step, dont on avait dit à un certain moment que Louise Le Cavalier avait des performances qui étaient violentes ou qui pouvaient la blesser, etc. Elle a parlé de ses blessures. Et elle-même a pris la parole pour dire attention, oui, un performeur de haut niveau se blesse en s'entraînant. Il y a des blessures qui viennent avec tous les grands sportifs, mais ce ne sont pas des blessures de danse, ce sont des blessures d'entraînement ou etc., du corps qui peut aller trop loin aussi dans les expériences. Mais elle a bien dit, comme l'avait dit Édouard Locke, il n'y a pas de création de gestes audacieux qui ne soit pas fait dans un rapport intime, qui soit un rapport d'une grande complicité et d'un grand partage corporel. C'est dans la confiance que les cris dont parle Mélanie peuvent jaillir, et peuvent jaillir non pas seulement du petit bout de la glotte, mais du fond des tripes. Donc il faut que le corps complet soit présent dans le groupe et dans l'harmonie d'une compagnie ou d'une création. Donc voilà ce que je voulais ajouter.
Si je peux juste rajouter une petite chose, je dirais, je suis d'accord avec toi, et en même temps, la réalité est que c'est pas toujours le cas. Alors ça, et c'est malheureux, mais c'est vrai. Alors, il y a des créations faites par des chorégraphes renommés. Je pense, j'ai vécu longtemps en Belgique, je pense à Jan Fab, par exemple, où son travail parle beaucoup de violence et au travers de la violence. Et j'aurais bien aimé penser qu'il y avait à la base cette relation de complicité, mais il y a souvent aussi relation de pouvoir. Et ces relations de pouvoir ne sont pas toujours propices à des limites. En tout cas, ce que moi je vais appeler des limites. Alors ça permet des excès de se faire. Alors, et la seule chose que moi je me pose comme question là-dedans aussi, et c'est une question, je ne suis pas encore au stade d'être dans le constat ou une décision par rapport à ça, mais au sein des créations mêmes, dans le contexte de ce processus-là de dévoilement intime qui se passe au sein des équipes, quelles sont les limites? Qui les impose? Comment est-ce qu'on prépare les artistes pour pouvoir s'imposer eux-mêmes leurs limites, dire ça oui, ça non? Pour moi, ça se passe à un niveau qu'on ne perçoit pas quand on voit un spectacle, mais qui est absolument réel à la création d'un spectacle. Qui sont ces artistes-là et en quoi est-ce qu'ils se font violence pour pouvoir faire ces créations-là? Pour moi, c'est une question importante aussi. Oui, alors cette question de Jan Fabre que tu amènes, oui, moi aussi, je me suis intéressée à la question. Alors, il est bien certain que un créateur est aussi une personne de la vie. Et quand le quatrième mur est abattu, quand il n'y a plus de différence entre la société et la scène, où ce sont les personnes elles-mêmes, comme dans tout le travail qui a été fait en Belgique, il y a eu beaucoup de recherches qui sont faites pour abolir au fond les frontières entre la représentation et la société même, où ce sont les gens non danseurs, peut-être non préparés non plus à poser leurs limites, qui vont être amenés à venir sur scène comme des témoins au fond de leur vie. On pense à toutes sortes de formes de marginalité qui ont été mises en scène. À ce moment-là, le maître du jeu, qui est le chorégraphe ou le metteur en scène, peut abuser de son pouvoir, effectivement, puisqu'il n'y a plus de différence entre la vie et la scène. Et là se posent effectivement les questions de droit et de la loi qui doit baliser évidemment l'éthique du jeu et l'éthique de la représentation. Ça reste fondamental. Mais je continue. L'autre chose qui me vient à l'esprit par rapport à ça, c'est vraiment dans le contexte où ces limites-là, cette frontière-là devient aussi poreuse, je suis renvoyée au potentiel de la poésie qui est l'art. Et en combien on doit s'appuyer sur le potentiel de cette poésie-là au lieu sur la vérité du vécu. Mais là, je pense qu'on est d'accord, on va être très sensible au pouvoir de l'art, à la fois comme soin, comme peut-être pas issue, parce qu'on ne peut pas parler d'issue par rapport à la violence. Ce serait comme penser qu'on pouvait l'éradiquer. Enfin, c'est une naïveté totale. Je pense que là-dessus, moi j'aime beaucoup ce qu'en dit un écrivain qui s'appelle Le Clésio, qui a beaucoup travaillé qui est un prix Nobel de littérature et qui a beaucoup travaillé avec beaucoup de populations qui sont opprimées, qui sont avec des gens d'Afrique, avec des gens du Mexique, et qui a beaucoup écrit sur leur vie, leurs univers, et qui
expliquait dans une conférence qu'il a donnée assez récemment au fin fond de la Chine que s'il n'y avait pas l'art pour à la fois représenter toutes les strates de l'humanité et nous les adoucir d'une certaine façon, nous permettre de les aborder, de les acclimater, on serait soumis aux forces brutes qui nous dominent. Et c'est cette résistance qui fait qu'on a pu travailler sur les droits humains, qu'on a pu se battre contre l'esclavage. C'est de la représentation qui permet de mettre à distance les forces qui nous dominent, parce qu'elles sont là, les forces politiques, les forces dominatrices, les forces écrasantes, elles sont là. Mais par la mémoire de l'art, la mémoire de l'art est là pour, à la fois dans les corps, dans les textes, nous rappeler que nous ne naissons pas dans rien, ni de rien, et que ce travail de lutte et de réflexion et d'agrandissement aussi de nos capacités de représentation, parce qu'on en est là, fait que nous n'avons plus besoin de sacrifier des enfants comme chez les Aztèques pour acclimater les forces que nous pensions lire dans les nuages, alors qu'en fait, ce sont des forces symboliques qui ont leur place dans les œuvres et non plus comme des instruments directement descendus des dieux dont il faut se protéger. Ça, c'est la brutalité. J'aimerais rebondir sur cette petite pensée que tu as évoquée parmi la tonne de pensées que tu nous partages sur le fait que les créateurs sont des humains, en fait, puis que c'est à travers les conflits internes, intérieurs, à travers les failles, à travers les zones d'ombre que naissent les œuvres. Donc, ce n'est pas un terrain lisse, ce n'est pas, régi par une certaine éthique, oui, mais c'est sûr qu'on va dans des zones qui nous échappent, on ne comprend pas toujours ce qu'on fait au moment où on le fait. Puis je pense que ça, c'est peut-être quelque chose à dire ou à redire, ou comment dire, un contrat à repasser avec les gens avec lesquels on travaille et un contrat à repasser avec les spectateurs qui viennent nous voir. Donc, ce n'est pas comme si la création partait d'une pensée cérébrale, analytique, claire et qui allait vers un public prêt à recevoir. C'est sale, c'est boueux, c'est marécageux. On s'avance là-dedans, c'est comme marcher dans le noir. On met la main dans quelque chose, on pense que c'est du jello, mais non, c'est comme des entrailles. Donc, c'est comme si c'est sûr qu'il y aura des erreurs. C'est sûr qu'il y aura des limites qui vont être passées, qui vont être dépassées. C'est sûr, c'est évident. Je ne peux même pas imaginer créer en pensant qu'on ne va pas s'aventurer dans la boue. Oui, c'est le risque de la création, le risque de la performance. Et beaucoup de risques sont pris par les danseurs, justement. Et présenter aussi, présenter une œuvre, peu importe laquelle d'ailleurs, c'est aussi, comment dire, mettre son point de vue, confronter son point de vue à celui de peu importe qui sera là pour le regarder, pour le voir, pour le comprendre. J'imagine que vous n'avez pas eu de salle qui vous lançait des tomates ou des choses comme ça, ou même des insultes, ou est-ce que c'est arrivé? Moi, j'ai vécu à plusieurs reprises avec Alain Platel sur scène où les gens se levaient en plein milieu du spectacle, comme Guylaine disait, qui hurlaient « Ouais, mais on voit ça tous les jours à la Gare du Nord, on n'a pas besoin de voir ça sur scène. » Et puis ils hurlaient, ils traversaient en faisant beaucoup de bruit. Mais tout le monde n'a pas envie d'être dérangé. Ça, c'est une réalité. Donc la violence, c'est aussi ça. Je crois aussi que tout le monde n'a pas la même perception de ce que l'art doit être ou doit faire.
C'est quoi le travail de l'art? Ça, c'est aussi quelque chose qui est polémique en soi. Donc, honnêtement, moi, j'ai déjà joué dans un spectacle où c'était pas... J'allais dire, c'était pas violent, mais manifestement, c'était assez violent. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé pour sortir et n'a pas pu, et c'était sur une espèce de plateforme qui tournait comme ça. Moi, j'étais à 1 mètre, j'étais sur un plateau d'1 mètre de diamètre à 1 mètre de hauteur, et puis et toute la plateforme tournait, le public était assis tout autour de moi, ça bougeait à une vitesse quand même assez rapide, et je crois que l'effet était violent. Le spectacle n'était pas violent, mais l'effet, l'impact était violent. Et ce monsieur, il n'en pouvait plus, il s'est levé un peu en voulant crier, on l'entendait, et puis il est tombé dans les pommes. Mais donc, on vit toutes sortes de choses en jouant, et à la limite, moi, j'ai vécu une violence aussi, liée à une certaine culpabilité, un état de choc émotionnel pour moi aussi, en ayant peur que j'ai, en tout cas, provoqué quelque chose pour cet homme. Oui, la responsabilité. Oui, donc ça passe vraiment par toutes une espèce de panoplie d'émotions et en même temps, c'est ça notre métier aussi, j'ai envie de dire. C'est aussi le métier. C'est le fait de s'asseoir dedans, de traverser. C'est pour ça que même par rapport à ce que j'ai écrit ici, où je parle de ce danseur qui se coupe avec un bout de verre et se fait tabasser tous les soirs du spectacle, à la fois, et même encore maintenant, je suis en tant que spectatrice outrée, en tant qu'interprète outrée, et en même temps complètement impressionnée et fascinée par sa capacité de dire oui, et de faire, et de refaire, et de refaire. Donc, oui, pour moi, il n'y a pas de comme Mélanie dit, c'est extrêmement marécageux. C'est pas limpide. On nage dans des eaux qui sont complexes, mouvantes. Donc, peu importe de quelle position, de quelle perspective, si c'est en tant que chorégraphe, si c'est en tant qu'interprète, si c'est en tant que spectateur, je trouve que, en tout cas, oui. Voilà, c'est pas simple. Moi, je voudrais reprendre aussi ce dont tu parles pour dire, bon, Alain Platel, oui. Alors, on a vu, nous aussi, dans le cadre justement des FTA, il est venu souvent présenter son travail. Et c'est certain que selon les villes, j'imagine aussi les endroits, les pays, la réception est différente. Parce que plus on est habitué, plus on accepte des différences. La différence, enfin, puisqu'il travaille beaucoup là-dessus, sur des êtres singuliers et anormés, je dis bien en 2 mots. Et les spectateurs peuvent être, le public peut être d'accord en théorie, mais de le voir jouer, de le voir vécu sur la scène, ça peut devenir émotionnellement insoutenable. Et on peut, et je pense que ça aussi, ça peut être respectable. Ce choc peut être trop grand, peut être d'accord en théorie, mais pas pour le vivre en direct. Et on peut voir à travers ça aussi comment ce rapport-là, il a évolué. Quand on pense qu'il y a encore des pays où on met les femmes à mort en public, on les lapide à mort en public. Et je pense que nous, dans nos sociétés, c'est une chose qui est absolument impossible, intolérable, insupportable, alors qu'il y a des sociétés contemporaines où cette chose-là se fait encore. On a vu des temps un peu plus anciens où, dans nos sociétés occidentales, il y avait des décapitations programmées ou des peines de mort, c'est pas si loin, il y en a encore, où il y a du public. Donc ça, ce sont des formes de violence directe qui, pour nous, ne sont plus supportables. Mais j'ai ouvert mon texte, moi, avec ça, en repensant que ce que j'avais lu, en fait, dans ma vie de plus horrible, je me suis dit, tiens, je vais en parler 2 lignes.
c'est Georges Bataille, en 61, qui a écrit un livre qui est très joli, qui s'appelle « Les larmes d'Eros », et qui finit, les dernières pages, évoque un supplice chinois qui s'est fait jusque, je crois qu'au début du XXe siècle, hein, qui était une condamnation à mort de gens extrêmement vilains, des très vilaines choses, et où on enlève la peau petit à petit de l'être qui est attaché sur... qui est crucifié en fait, mais on lui enlève la peau petit à petit jusqu'à l'instant qu'il meurt. Et c'est un supplice donc. Et on a des photos de ça qui sont sur Internet, hein, je vous le dis, qui ne sont pas cachées là sur Internet. Ça a été comme un espèce de maximum de l'horreur, si on peut dire. En tout cas, ça l'a été longtemps. Et lui, Bataille, ce qu'il en dit, commentaire artistique et philosophique, il dit il y a un au-delà qui est franchi dans ce type de violence, un au-delà qui est en fait s'appelle le sacré, parce que c'est au-delà de l'humain, c'est inhumain. Et étant inhumain, on entre dans un territoire qui est celui des dieux les plus violents, celui qui est interdit en fait à l'humanité. Et donc il appelait ça le sacré, une des formes du sacré. Et je me disais toujours que la représentation donc s'intéresse aussi au théâtre, hein, à cet univers. Et on sait très bien que les grandes tragédies nous ont représenté des héros et des héroïnes qui vivaient des choses horribles sous couvert de loi, hein, Andromaque et ses copines, elles en ont vécu toutes sortes de choses affreuses. Et puis on nous représente ça depuis Sophocle, hein, et puis voilà, et puis avant. Donc ça, c'est la scène, hein, qui nous apporte ça et qui nous permet de comprendre. Au fond, il ne faut pas être trop pudique, hein, je pense, trop pudibond, parce que ce sont ces grandes violences qui nous permettent de comprendre quand même ce qui se cache au fond de nous, nos structures profondes. Et je pense qu'il faut une certaine... il faut les apprivoiser, là. C'est difficile, mais il faut un certain recul, mais il faut quand même s'ouvrir les yeux là-dessus. Et le spectacle de Mélanie, j'y reviens. Moi, j'ai trouvé... Gonam, ces déesses, là, elles en ont des choses à dire sur le monde des dieux. Une tentation pourrait être pour la créatrice, pourrait être de se censurer, de dire est-ce que je veux vraiment aller jusque-là, est-ce que je veux porter la responsabilité de ce genre de représentation ou de l'effet que ça va avoir sur le public. Comment est-ce qu'on deal avec ça? C'est une bonne question. En fait, la censure, l'autocensure fait toujours partie des questions parce que, en fait, comme je travaille avec des humains, je négocie avec ces humains-là, de ce dont ils ou elles ont envie de faire. Et puis, pour la Godam Voie lactée, par exemple, j'étais arrivée en répétition avec l'idée qu'il fallait faire un sacrifice, qu'il fallait tuer quelque chose. Et là, les filles m'ont regardée en disant « I don't know, Mel ». Et ça, c'est une forme de balise, en fait. Évidemment, j'aurais pas un humain, pas même un animal, mais j'avais envie de faire une plante. Et même ça n'a pas passé. Donc, mais si on avait vécu dans les années 90, peut-être qu'on l'aurait fait. Hein? On aurait comme déchiré la plante, une plante nouvelle à chaque soir. Et puis là, ça fait que non. Puis on a des plantes en plastique et c'est pas plus mal parce qu'il y a toute une scène qui se développe dans une relation compliquée entre une personne et une plante et ça fait peut-être du meilleur art, je sais pas. Donc la censure, c'est un dialogue en fait. Puis c'est juste de voir jusqu'où je pense, Guylaine, tu parlais de l'extension de notre possibilité à accepter. Je pense que c'est quelque chose qui respire tout le temps. Donc la censure, autocensure fait partie de ça. Je pense qu'en tant qu'artiste, notre devoir, c'est peut-être de ne pas se cantonner. C'est d'essayer de respirer avec plus de profondeur.
Oui, puis aller aussi aller vers la découverte aussi, quoi. Les mains grandes, les bras grands ouverts, mettons. Donc en étant ouvert à ce qui pourrait. Mais arriver. je rajouterais aussi que il y a, comme elle dit, il y a la négociation. C'est une négociation, une création, c'est ça. Ouais. Mais même pour quelqu'un comme Dana qui travaille seule, elle est dans la négociation avec elle-même. Donc c'est toujours ça, c'est fait de ça. C'est de questionner, de trouver des zones de paix, puis de se rendre compte que ce n'est plus si paisible que ça. Trouver d'autres endroits qui sont un peu plus troubles, oser traverser. Donc, on est continuellement dans ce questionnement-là. Faute de quoi, en tout cas, peut-être c'est pas de l'art qu'on fait, c'est autre chose. Mais Dana, justement, disait dans l'article que pour elle, c'est un jeu. Alors que si la réception est violente, elle ne le ressent pas du tout comme ça. Elle est vraiment dans un rapport très ludique avec ce qu'elle fait. Alors qu'Olivier Chouanière, lui, parlait d'un désir quand même de provoquer une réaction chez le spectateur. Donc, c'est deux départs différents, très, très différents. C'est pour ça que leur rencontre est très intéressante. Dana travaille sur elle-même dans un mode très performatif et Olivier travaille sur le Québec. On dirait qu'il travaille sur la société. Ouais. Il veut agir sur les autres. Sur les autres, oui, c'est ça. Donc, je trouvais cette rencontre-là très intéressante pour ça. Mais Lara Kramer aussi, on peut rajouter, qui est aussi présente dans le Théâtre cette année, travaille aussi avec la violence donc, faite au peuple premier. Hein, et elle a des conseillères de ces communautés pour évoquer avec beaucoup de lenteur et dans sa dernière pièce, celle qui a été présentée là, de douceur, des choses qui sont quand même terribles et qu'on peut reconnaître comme spectateur sans que ce soit plaqué, sans s'ennuyer, sans se dire « Oh, je le sais déjà, quel cliché ». Bon, c'est quand même ça la création aussi. Il faut continuer à entretenir une nouveauté certaine, une surprise, une façon, comme vous disiez toutes les deux, c'est une façon de faire, une façon d'amener le sujet. Donc c'est la forme, c'est l'esthétique, c'est le charisme de chaque interprète, c'est la dynamique du tout, c'est beaucoup de choses là qui vont faire. Alors Lara Kramer, elle est toute seule aussi, hein, et elle a amené une histoire violente avec très peu de moyens, avec son visage. Elle est toute couverte, on ne la voit pas, elle est toute en noir, puis on ne voit même pas son visage. Et voilà, moi j'ai aimé ça, la suivre, enfin, j'ai aimé ça me faire raconter cette histoire par elle, même si ce n'est pas une histoire qui est joyeuse. Et inversement, si je pourrais prendre encore 30 secondes de micro, il me vient un autre exemple là. L'inverse, c'est quand il y a eu tout le débat sur Kanata de Lepage. Je ne vais pas rentrer encore là-dedans, je risque de dire une bêtise, mais en fond, ce qui était reproché à Lepage quand il parlait pourtant de la violence faite aux femmes amérindiennes de Vancouver, c'était, enfin, ce que j'ai retenu, compris pour avoir vu la pièce, moi, et lu les textes qui avaient été écrits, on a produit un moi-même. C'était pas qu'il n'en avait pas parlé de cette violence, c'est qu'il en avait parlé d'une façon trop simple, enfin, on savait déjà. Et on voulait que ce soit plus incarné, plus juste, plus troublant et moins raconté d'une façon un peu rapide et un peu superficielle. Et voilà, donc l'autre côté, un petit peu, la violence ratée, elle était sur la scène, mais elle n'était pas faite d'une façon à rejoindre le public dans le temps T du spectacle et de la sensibilité de ce moment-là. Et donc, il y a eu un autre malentendu, cette fois-ci avec la critique, qui a fait qu'en fait, c'était une grosse affaire, alors que lui n'a pas du tout compris que... Enfin, il avait tout fait bien comme il fallait. Et d'une certaine façon, oui, sauf qu'il avait un peu raté sa mise en scène. Alors, c'est difficile. Et c'est pour ça que quand on voit
les spectacles qui sont réussis, qui viennent nous chercher à nous, publics qui avons l'habitude d'en voir et qui en même temps, nous nous attendons à rien, qui venons pour être là, pour partager. Le risque que prennent les artistes pour nous tous, il est immense. Je pense que c'est une des choses que le dossier a tenté de faire, Philippe, c'est vraiment de laisser la parole à plusieurs points de vue différents de ce qu'est la violence ou de ce que peut représenter la violence. Donc, pour ça, j'en suis fière. Moi aussi. Très fier, d'autant plus que ça a donné comme l'a dit Raymond au début, ça a donné des textes qui étaient excessivement forts. Et je pense qu'on n'était pas peut-être prêts au départ à ce qu'on a reçu ou même à passer à travers ce processus-là qu'on a fait ensemble. Le temps file un petit peu. Mélanie, peut-être, passer du corps en mouvement au texte. Facile? En fait, de passer d'une réflexion pratique, corporelle, physique, à une réflexion à travers les mots, ben, c'était quelque chose avec lequel je flirtais depuis longtemps. Donc là, on m'a obligée à me commettre. Je pense que j'ai quand même pris des détours dans le texte que j'ai commis parce qu'il y a un peu une grande part de poésie, donc qui donne une distance avec le sujet. Et aussi, j'ai essayé d'être pratique, concrète, et j'y vais de confidence sur la pratique, sur la réflexion que j'ai avec le sujet. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, faire ça. Ouais. C'est un très grand travail d'introspection et de projection. Mais ouais, on devrait plus le faire. On devrait peut-être plus s'obliger, les artistes en danse, à prendre la parole. Mm-hmm. J'ai envie un petit peu de donner peut-être justement la parole au public. Est-ce que quelqu'un a des questions? Vous n'êtes pas obligé non plus, mais si vous en avez, allez-y fort. Alexis? Deux. Mario va se promener parmi vous avec une perche. Bonjour, merci. C'est vraiment passionnant, mais on a une pancarte derrière vous. Et le mot « beauté » n'a pas été énoncé par personne d'entre vous. Comment on fait, comment on représente la violence? Et est-ce qu'on vous parlez de la poésie pour la transformer Alors, comment on aborde la beauté? Comment on aborde la violence? Est-ce que ça s'accorde? Je serais intéressée de voir si ça peut rentrer dans... est-ce que vous y pensez, de transformer la violence en beauté? Ben, pour ma part, je trouve que je me rends compte qu'on a peu parlé, pas pour détourner l'objectif de votre question du tout. Par contre, je me rends compte qu'on a peu parlé de l'imaginaire et, et comment solliciter cet imaginaire-là ou comment rentrer en dialogue avec l'imaginaire du spectateur. Et pour moi, la beauté fait partie de cet échange-là, de cette rencontre-là. Mais je trouve également que la beauté prend différentes formes. La violence en fait partie. Il y a des choses violentes qui peuvent être, même des images violentes, qui sont troublantes parce qu'il y a une beauté là-dedans. Et ça vient nous toucher à un endroit charnel et en même temps existentiellement provoquant. Mais je crois que c'est justement cette ambiguïté-là qui est d'intérêt. Moi, j'ai parlé de poésie, mais pour moi, la poésie n'est pas toujours belle, mais elle reste poétique. Et je crois que c'est là où moi, je vois un lien avec la beauté et le pouvoir évocateur
de la beauté. Je ne sais pas si ça répond, mais... Oui, ça fait... Ouais. Ça me fait penser, en fait, pour moi, à la naissance. Il y a pas un geste plus violent que de donner naissance, puis ça me fait pleurer à chaque fois que je le vois dans un film ou que je le fais moi-même. Donc, c'est comme si... oui, ça peut être très beau. Le texte que j'ai écrit s'appelle « Cruellement magnifique ». Donc, oui, il y a une beauté là-dedans. Et ça me fait penser à un petit film que j'avais vu il y a, je ne sais pas, ça doit faire 20 ans de ça, un participant de la course Destination Monde qui s'appelle Frédéric Guéling, si je me rappelle très bien, était parti faire un reportage, puis il écrivait une lettre d'amour à sa blonde, puis c'était une vache qui se faisait égorger. Je ne sais pas, quelque part en Amérique du Sud, disons. Et puis, j'avais pas compris ce film-là à l'époque. J'étais outrée, vraiment. Ça m'avait vraiment choquée. Et j'y repense des années plus tard, souvent. Et je trouve ça très beau maintenant. Donc, qu'ils mettent en relief, en lumière, deux choses banales qui se passent dans le monde, c'est-à-dire des animaux qui meurent et puis un garçon qui s'ennuie de son amoureuse. Puis de faire rencontrer ça, pour moi, c'est beau et violent en même temps. Mais pour moi, je dirais beauté, ce que ça m'évoque, c'est la voix, le chant. Puis je dirais, c'est, par exemple, dans l'opéra, ce serait un exemple assez simple, où on voit exprimer sur scène, c'est même le lieu, pour exprimer les grandes passions, les immenses passions, donc à la vie, à la mort. Et ça se fait par la voix. Donc... là, la violence de l'existence et des ressentis et des passions douloureuses s'expriment par le chant. Si je peux... Ah, pardon, Guylaine, je ne voulais pas te couper du tout. Non, il y a une petite anecdote que je pourrais partager d'un moment vécu qui était chargé des deux choses. J'étais au Mali, dans le nord du Sahel, et dans un campement nomade, Touareg. Et en arrivant, une chèvre a été tuée, ouais, en tout cas, pour rendre honneur à nous visiteurs qui arrivaient. Et quand ils ont coupé la tête de la chèvre, les petits garçons ont commencé à jouer au foot avec la tête de la chèvre. Et moi, petite occidentale, outrée, et en même temps, le plaisir, les cris de bonheur, de joie de ces enfants qui jouaient. Pour moi, c'est deux faces de la même pièce de monnaie. Je crois qu'on s'est donné le luxe dans notre société de penser qu'on peut les séparer. Mais je crois que ça, c'est une position privilégiée. C'est un truc de luxe. Dans la vraie vie, on fait ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Merci beaucoup, puis merci pour la question. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui voulaient vous commettre? Vraiment moins travaillé que vous le terme de la violence, là. Donc, c'est simplement une réflexion qui m'est venue à vous écouter. D'abord, en fait, aussi se faire violence. Moi, je me dis aussi comme danseur, j'en ai déjà fait un peu avant, et donc on est toujours en combat avec son propre corps, se faire violence de vouloir être meilleur, mieux comprendre un geste, un mouvement, donc le travailler. Donc, il y a la notion de se surpasser. Et à ce moment-là, est-ce que se faire violence comme créateur ou comme spectateur, comme artiste, c'est pas vouloir aussi refuser un statu quo et c'est pas vouloir évoluer, se sortir de sa boîte de pensée habituelle. Puis voilà, des fois, d'accepter qu'il y a quelque chose qui nous rend... ça nous fait réagir, on se sent piqué. Puis à ce moment-là, est-ce que de comprendre ça, c'est de vouloir justement évoluer? Je le dirais comme ça, là, je vous lance la balle. Un petit moment de réflexion. Je vais bien donner un exemple encore.
Je me souviens avoir vu William Forsythe il y a longtemps, quand il donne une pièce qui s'appelait plus Somewhere Elevated. Je ne me rappelle plus exactement du titre, en tout cas, c'est une de ses pièces phares dans lesquelles on voyait les danseurs grimper sur un échafaudage et rentrer avec un système de cordes qui correspondait dans des vibrations qui étaient, à l'époque, dans les années 90, évoquaient la chaise électrique, en fait, la peine de mort aux États-Unis. Et en tout cas, on pouvait faire ce rapport, c'était jamais dit, c'était pas dit dans le programme, mais tout à coup, on tombait sur cette scène. Et c'était au Festival d'Avignon, il y avait je ne sais pas combien de milliers de personnes en extérieur, dans la grande scène. Et tout le monde avait été, il y avait une ambiance, tout le monde était tétanisé. Parce qu'il n'y avait rien de violent en soi, mais l'association qui se faisait à ce moment-là de ces vibrations des corps, c'était tellement électrique que, waouh, on était dans des combats contre la peine de mort à ce moment-là, et c'est nécessairement on y pensait. Et je me souviens de l'ambiance des gens sortant complètement pris, envoûtés, complètement paralysés et troublés, bouleversés. Enfin, c'est ça que ça fait, un spectacle qui arrive au bon moment, avec cette énergie particulière. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Mais voilà, c'était aussi évocateur de quelque chose de terrible. Donc... Mais c'est intéressant cette idée d'aller voir plus loin, d'aller chercher dans les zones, de sortir de sa zone de confort. C'est une expression qu'on utilise beaucoup là, dans la danse. Et je sens que c'est questionné, ça, dernièrement, dans les écoles d'art. Faut-il pousser les jeunes artistes à bout? Faut-il les casser, cette expression-là, d'aller voir comme plus loin, tout ça? Et c'est délicat parce que moi, j'ai été formée dans cette idée-là qu'il fallait toujours pousser, toujours. Donc, j'ai hérité de ça. Puis là, maintenant, on est dans une époque où c'est plus tout à fait ça qu'il faut faire. Je sens que comme chorégraphe, comme pédagogue, on remet beaucoup ça en question. Et j'ai pas trouvé les réponses encore. Je patauge, mais je pense qu'il faut toujours refaire ce contrat-là avec soi-même et avec les gens avec lesquels on travaille. Et si je peux rajouter une petite réflexion à ça aussi, je crois que dans la remise en question qui est tout à fait actuelle, cette idée de se surpasser est aussi vue dans par rapport au système socio-économique dans lequel on évolue, et de questionner cette notion de toujours produire, toujours bigger, better, faster, louder, stronger. Et en quoi est-ce qu'on a besoin d'aller là pour répondre à d'autres attentes, à d'autres pressions qui nous sortent de nous-mêmes, en fait, qui nous extraient de notre, en tout cas, existence charnelle. Et je trouve que certainement au niveau pédagogique, je rencontre ça non-stop pour l'instant. Je crois qu'après l'année qu'on a vécue aussi, la question se pose d'autant plus. Et du coup, comme Mélanie, moi j'ai été éduquée en tant qu'artiste dans cette école-là où c'est plus loin ou pas. Et Et je ne peux pas m'empêcher d'accueillir le questionnement et la remise en question dans laquelle ça me plonge, et dire en fait, qu'est-ce que j'ai réellement, c'est quoi mon rôle en tant qu'artiste? C'est quoi le rôle que j'ai autour de moi et aussi face à moi-même? C'est quoi cette chose-là? Et donc ça revient aussi à la beauté, ça revient aussi à la poésie, ça revient aussi à l'imaginaire. À comment je peux réfléchir sur le contexte dans lequel je vis, comment je réfléchis sur les choses que je vis, sans forcément
être dans un truc qui va me divorcer de... C'est un mot fort, mais quand même, tu vois, quelque chose qui va créer une espèce de scission entre ce que je vis et ce que je projette. Je pense que c'est intéressant de penser que se projeter à l'extérieur de soi-même ou d'étendre nos limites, ça nous permet aussi peut-être de sortir de la caverne exactement de Socrate. Donc c'est sûr que, ou ça me fait penser à un film d'horreur pas très bon qui s'appelle The Village, où tout le monde pense qu'ils vivent dans les années 1800, puis finalement non, c'est comme ils sont dans le monde moderne. Mais donc c'est sûr qu'il faut absolument comme moi, je crois pour moi-même, sans tomber dans un mode capitaliste nécessairement ou destructeur, mais il faut, comme je disais, respirer plus grand parce que sinon, je ne ferais pas ce métier-là. Mais oui, entre pousser plus loin et puis revenir en arrière un peu pour regarder ce qui est là déjà, c'est-à-dire, bon, Mélanie en a parlé au début, l'imperfection, les défauts, les limites, dans le sens de ne pas pouvoir nécessairement les dépasser, mais regarder de quoi elles sont faites. Ça, c'est plutôt un mouvement qui est très actuel. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, je vais peut-être inviter Raymond à venir pour le petit mot de la fin. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci. Pour cet échange éclairant. Vraiment, c'est très inspirant de vous entendre. Merci Angélique. Merci Guylaine. Merci Philippe, excellent animateur. Et grand merci à Mélanie pour s'être investie dans ce projet qui n'était pas si clair au début. Je l'ai découvert au fur et à mesure. Oui. La boîte de Pandore. Et j'invite tout le monde, tous ceux et celles que ce vaste sujet intéresse à poursuivre la réflexion en se procurant ce beau numéro de jeu. Merci aussi à l'équipe de rédaction dont plusieurs membres sont ici. Merci au conseil d'administration qui tiennent le fort. C'est particulièrement vrai depuis 1 an et 3 mois. Merci enfin à Martin Fauché qui est passé tout à l'heure, qui n'est plus là, mais merci à l'équipe du FTA de nous avoir reçus dans son quartier général. Et j'ai envie de finir par une citation tirée de l'entrevue que Philippe a fait avec Rodney Désir, qui disait « L'art est la meilleure arme pacifique pour combattre la violence ». Je pense que c'est une belle phrase à méditer. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.